eh bien ça représente en ce moment 6 millions de Français. Dans un instant, 2 d'entre eux nous feront part de leur témoignage. Ils nous raconteront leur histoire vraie. Il s'agit de Jean-Marc Bally, qui a 32 ans, de Dominique Charton, qui a, lui, 28 ans, et tous deux apprennent actuellement à lire et à écrire. Nous écouterons également le témoignage de Madame Catherine Bastien. Catherine Bastien est écrivain public, un métier, vous le comprenez, actuellement en pleine expansion. Et puis ensuite, eh bien, nous élargirons le débat à nos consultants que nous présente tout de suite Béatrice Schoenberg. Marianne Polo, bonsoir. Vous avez 14 ans, vous êtes sans doute le plus jeune auteur publié en France, avec L'Envolée aux éditions Belfond. À vos côtés, le très vénérable Paul Gut. Est-il besoin de vous présenter? Vous êtes bien sûr écrivain et ancien prof de lettres. Vous raconterez tout à l'heure. Robert Sabatier, nul besoin non plus de vous présenter, de l'Académie Goncourt, votre dernier ouvrage, La souris verte, chez Albin Michel. Catherine Moisan, c'est vous qui représentez ce soir le ministre de l'Éducation, puisque vous êtes conseiller technique de Lionel Jospin. À vos côtés, Bernard Cerchilini, je dirais un peu l'homme par qui la polémique arrive, en tout cas à la une de nos journaux, et très précisément aujourd'hui, car vous êtes délégué général à la langue française, professeur d'université, et vous êtes l'un des responsables de la fameuse réforme de l'orthographe. Des rectifications orthographiques. Chacun l'appelle comme il veut, beaucoup trouvent que c'est une réforme. Monique Leblond, c'est vous qui apprenez à lire et à écrire aux adultes. Vous faites partie de l'Institut de formation Léo Lagrange. Et puis enfin, François Bayrou, député UDF, président du groupe permanent de lutte contre l'illettrisme et auteur de La décennie des malappris, publié chez Flammarion. Avant d'engager le débat, une tendance du télévote à la question « À votre avis, le système scolaire est-il responsable de l'illettrisme en France ?» Pour l'instant, vous répondiez oui à 77%. Vous pouvez continuer à voter, bien sûr, jusqu'à minuit, par Minitel ou par téléphone, et vous faites le préfixe 16 si vous habitez Paris ou la région parisienne, puisque le standard d'Histoire vraie se trouve en province. Dans un instant, donc, les histoires vraies de Dominique, de Jean-Marc et de Catherine Bastien. À tout de suite. De Dominique Charton, 28 ans, je vous le rappelle, tous les deux apprennent actuellement à lire et écrire. Et nous écouterons également le témoignage de Catherine Bastien. Elle nous parlera de son beau métier d'écrivain public. On commence avec Jean-Marc Bally. D'abord, on vous remercie d'avoir le courage, disons le mot, d'être ici présent ce soir. Alors, Jean-Marc, vous avez 32 ans, je viens de le dire. Vous êtes ouvrier maçon près de Nevers. Et vous apprenez à lire et à écrire depuis combien de temps? 5 mois. Et vous apprenez où? À Nevers. À Nevers même. Ouais, à Nevers même, dans une association de bénévoles. Ouais. Ouais. Et vous voulez dire qu'avant, disons avant l'été dernier, Ouais. vous ne pouviez pas lire et écrire comme tout le monde? Lire à peu près convenablement, mais je pouvais juste écrire mon nom. Vous arrivez simplement à écrire votre nom? Mon nom, c'est tout. C'est tout ce que je pouvais écrire il y a 5 mois. Et vous avez été à l'école, bien évidemment? J'étais à l'école. Et jusqu'à quel âge? Jusqu'à 15 ans. Donc ça veut dire que jusqu'à 15 ans, vous allez à l'école, et ça veut dire donc que pendant toute votre scolarité, vous allez en fait passer à travers les mailles du système. Ah oui, complètement à travers les mailles. Complètement. Mais comment? Parce que malgré tout, il y a des devoirs à rendre. Bah oui, on les rend, on les écrit comme on peut, on écrit ce que l'on peut, on écrit avec des mots qui nous semblent justes et qui sont complètement faux, qui sont remplis de fautes d'orthographe, et on les rend comme ça. Et vous arrivez à lire au tableau? Disons que le professeur, il évite de nous interroger. Étant donné qu'il sait qu'on ne saura pas vraiment quelque chose de bon, il évite de nous interroger. Ça simplifie le problème. Mais attendez, vous voulez dire qu'en fait, parce que quand vous dites ça, on a l'impression donc qu'il était acquis que vous ne sauriez pas lire ni écrire convenablement. Que le professeur vous dit, bon, lui, on le met au bout, au fond de la classe, c'est tant pis, c'est comme ça, c'est un laissé pour compte. Au début, peut-être pas. Au début, quand on est en cours élémentaire et tout, on se rend pas compte de ces choses-là. En tant qu'enfant, on se rend pas compte de ça. Et puis bon, on était dans une petite commune. Dans la même classe, il y avait 3 cours pour un professeur, c'est-à-dire que ça représentait environ 55 élèves pour un professeur, 3 cours différents en même temps. Alors, automatiquement, le professeur peut pas prendre les élèves un par un, pas un par un, mais celui qui a des difficultés, il ne peut pas être poussé.
Il ne peut pas être aidé, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est impossible. Donc, bon, bah, on se retrouve un petit peu à l'écart. Et puis le phénomène fait que plus on avance dans l'éducation, plus on a des échecs. Plus on a des échecs, plus on se dégoûte. Et plus on se dégoûte, bah, moins on a de résultats. Hein. Et moins on a envie d'aller à l'école aussi. L'envie d'aller à l'école disparaît complètement. Et personne ne vous tend la main à ce moment-là? Ah non, personne à ce moment-là. Non, non. Et vos parents, personne... Bah, mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. On était 7 enfants. Bon, bah, c'est pas évident. Hein. Non, parce que ce qui m'étonne, Jean-Marc, c'est que vous parlez remarquablement bien. On s'est vu avant l'émission, vous êtes un homme intelligent, vous avez un métier. Vous n'avez pas eu de difficultés particulières à l'école? Un petit peu peut-être de dyslexie, m'avez-vous dit? De dyslexie, ouais. De dyslexie, mais la dyslexie, il a fallu qu'on change de village, il a fallu qu'on change d'école pour qu'un professeur s'inquiète vraiment de ce qu'il y avait. Vraiment, qu'ils disent, bon, ben, il y a quelque chose qui n'est pas normal, qu'ils convoquent mes parents et qu'ils disent, bon, ben, il y a quelque chose de pas normal, il y a quelque chose à faire. Et c'est de là que j'ai su, c'est là que, enfin, à l'époque, plus mes parents que moi, que j'avais de la dyslexie. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que, un peu comme dans le téléfilm, mais ça n'est pas péjoratif, vous devez être un sacré bluffeur, parce que vous êtes arrivé, malgré tout, et c'est tout à votre honneur, malgré son terrible handicap, à avoir un métier. Vous êtes ouvrier et maçon, alors comment avez-vous fait? Ben, disons que il y a un avantage dans ce métier-là, c'est qu'il y a la partie pratique et la partie intellectuelle. Je me suis toujours arrangé pour passer à côté de la partie intellectuelle. Toujours. La partie pratique, c'est très bien. C'est manuel, c'est les mains, c'est pratique. Il y a une partie de la tête, mais il y a une partie de la tête, comment je dirais, dans la lecture d'un plan, dans... Ah oui, par exemple. Oui, mais ça c'est facile. Hein. Alors, Il n'y a pas à lire, il n'y a pas à lire, il n'y a pas à écrire. Un plan, c'est des traits. Un architecte, il a fait des traits, il a marqué des mesures, il a marqué des... Mais, ça, c'est facile. Mais pour le reste, ça fonctionne comment? Juste avec la mémoire? Ouais, tout de mémoire. On est obligé de tout mémoriser. Quelqu'un qui veut se rappeler de quelque chose, il l'écrit. Il a un carnet de notes, il l'écrit. Il a un agenda, il écrit. Nous, on ne peut pas. On est obligé de tout mémoriser. On est obligé de toujours tout avoir en tête. Je crois savoir que vous avez été vice-président du comité des fêtes de votre petite ville. Alors, vous êtes donc vice-président du comité des fêtes sans savoir lire et écrire. En sachant lire, mais pas écrire. Mais pas écrire. Alors, comment faisiez-vous? On jongle, on bluffe. On bluffe. Voilà. C'est-à-dire qu'on demande à des copains d'écrire à sa place. On demande, quand on a quelque chose, une lettre à faire dans un comité comme ça, il y a une secrétaire, il y a un président, il y a un trésorier. Eh ben, quand il y a une lettre à faire, on demande à la secrétaire, on dit c'est le travail de la secrétaire. On dit qu'on ne voit pas bien. Ça vous est arrivé de dire, par exemple, bah, j'ai pas mes lunettes aujourd'hui? Ah non, ça, j'ai jamais porté de lunettes. Et quand vous étiez enfant? Non, mais de donner cette excuse. Cette excuse. Cette excuse, je l'ai donnée à une institutrice que je vois très souvent maintenant, que je connais très bien. Pendant une année scolaire, je lui ai dit que je ne voyais pas clair. Ouais. Je ne voyais pas clair. En fait, c'est elle qui n'avait pas vu, hein, au passage. Enfin, ça, oui, mais enfin, on venait juste d'arriver dans cette commune, quoi. Et puis, bon, bah, je me suis trouvé dans sa classe, et puis les difficultés étant toujours les mêmes. Je lui ai dit, bah, je vois pas ce que vous écrivez, je vois mal au tableau. Le bluff, le gros mensonge. Ouais. Mais Jean-Marc, dans la vie de tous les jours, vous éprouvez, ou vous avez éprouvé peut-être une sorte de gêne, de honte, de mise à l'écart? Ah oui, on rencontre des gênes journellement. N'importe quelle administration qu'on est obligé d'affronter, c'est une gêne. Ne serait-ce que pour aller faire ses courses, pour faire un chèque. Et oui, on est obligé, liquide. Tout en liquide. On est obligé d'amener une somme d'argent sur soi, ce qui n'est pas toujours prudent à la limite, mais on est obligé toujours d'avoir une somme d'argent sur soi et de régler en liquide. Et de faire attention à ce qu'on achète pour ne pas dépasser la somme d'argent qu'on dispose. Qui est au courant dans votre entourage? Un petit peu plus de monde qu'au début maintenant. Ouais, un petit peu plus. Mon patron a toujours été au courant. Et votre épouse? Oui. Bien sûr. Bien sûr, ouais. Mais les autres? On a honte? Oui, on a honte. Ouais. Oui, remarquez, ce soir, vous avez toute votre ville qui vous regarde. Oui, je crois que vous n'avez pas à avoir honte, justement. Ouais. Hein? Bah, vous savez, quand j'ai eu le premier coup de téléphone, j'ai dit oui. Et quand j'ai raccroché, alors, j'étais... Mais est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez jamais pu faire, que vous auriez aimé faire, que vous n'avez jamais pu faire à cause de cette idée? Ah oui, il y a des dizaines, des centaines de choses. D'abord lire.
Lire, si. Si, mais enfin bon, Bon, avec des mais difficultés, lire, mais écrire... écrire, il y a des dizaines de choses qu'on voudrait écrire, qu'on voudrait dire en écrivant. Par exemple, Et qu'on peut pas. vous avez une petite fille, je crois, Oui. qui a 12 ans. Hein. Oui. Alors pour vous, pas question de l'aider dans ses devoirs. Ah non, non, ah non, non, pas question. C'est peut-être même un peu le contraire en ce moment. Ah oui, en ce moment, est-ce c'est qu'elle elle vous donne qui un coup m'aide. de main? Ah oui, oui. Ouais. Ah oui. Ah oui, oui. Ah non, moi je peux pas aider ma fille, j'en suis incapable. Elle m'aide par exemple. Ouais. Dites-moi, mais pendant toute votre vie, en tout cas jusqu'à votre vie adulte, ce sont de longues années, vous vous êtes accommodé de votre handicap, et Oh, puis un mon jour vous vous êtes dit non. Non. Alors quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a fait pousser la porte d'une association bénévole pour commencer à apprendre à lire et à écrire? Ce qui n'est pas facile, c'est vrai. Une dame que je connais depuis très longtemps, qui s'appelle Madame Chapelier, avec qui j'ai discuté de choses et d'autres, et j'ai avoué l'handicap. Et elle m'a dit, bon, bah, il y a quelque chose à faire, tu ne peux pas rester comme ça, on va faire quelque chose, je vais faire quelque chose, je vais trouver, il y a sûrement quelque chose à faire. Et puis, par intermédiaire de coups de téléphone, d'autres coups de téléphone à d'autres personnes, on a découvert cette association qui s'appelle Agafa, à Nevers, qui sont vraiment sensationnelles. Mais ce qui est important, c'est que vous y avez cru. Parce que Ah les oui. associations, elles existaient déjà avant. Mais Ah vous, oui, vous n'aviez mais peut-être j'en pas avais pas la envie. connaissance. Oui. Déjà, j'en avais pas la connaissance et j'ignorais à quelle porte frapper pour. C'est ça. Quelle porte frapper, où téléphoner, à qui demander. Déjà, il faut avouer la chose à la personne à qui on la demande. Ouais. Il faut déjà dire aux gens, bon, bah écoutez, voilà, il y a ça et ça et ça. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Ça vous prend combien d'heures par semaine? 4 heures par semaine. Ouais. Ouais. 4 heures. C'est dur. C'est Et déjà dur. ouais. 2 heures et une autre tranche de 2 heures. Quand on a déjà travaillé 1h30, C'est bien. c'est Ouais. long. Vous en êtes Ouais. à quel niveau, en gros? Ah, ça c'est difficile à évaluer Ouais. le niveau. C'est ça? Par exemple, est-ce que déjà dans votre vie quotidienne, il y a des choses qui se sont améliorées? Vous Ah parlez oui. d'échecs, par oui, exemple. des chèques, il y a 4 Vous mois. pouvez les Il y a- rédiger, les chèques? Voilà, ouais. Je rédige un chèque moi-même maintenant Ouais. sans difficulté. Hein. Ouais. J'ai payé mon train pour venir en chèque sans Ouais. difficulté. Ouais. Ouais. Dites-moi, Jean-Marc, est-ce qu'aujourd'hui, là, après tant d'années, vous en voulez à quelqu'un ou à quelque chose? Non, je ne peux pas dire que j'en veux à quelqu'un ou à quelque chose. Je peux pas. Bon, j'en veux aux gens qui nous obligeaient à être 60 dans la même classe pour un professeur. C'est sûr. Si on avait eu à l'époque, si à l'époque il n'y avait eu que 20 élèves et puis un cours élémentaire et ainsi de suite séparés et des professeurs, là, peut-être qu'à cette époque-là, il y aurait eu quelque chose à faire. Peut-être qu'à cette époque-là, il y aurait eu quelque chose à faire. J'en veux aussi aux gens qui disent, bon, bah, enfin, les gens qui m'ont dit, j'en veux pas aux gens qui m'ont dit que j'étais dyslexique, mais les gens qui disent, bah oui, mais pour aller dans cette école, il faut 2000 francs à l'époque. Il y a 20 ans, 2000 francs, C'était une somme, oui. l'inscription. Oui. Alors après, c'était le trimestre, la cantine, le logement, et ainsi de suite. Chose que c'est C'est pas impossible. possible. C'est pas une T'en famille es de dans 7 une- enfants, c'est pas possible. On peut pas. Merci Alors, Jean-Marc. il y aurait sûrement quelque chose. Il y a peut-être quelque chose de fait à l'heure actuelle. Mais Bah, les si enfants c'est- dyslexiques, oui, très certainement. si parce que c'est pas un fait, vrai handicap, oui. dépêchons-nous de le faire. Dominique Charton, vous avez 28 ans, vous travaillez dans une banque et vous suivez actuellement des cours de formation pour apprendre à lire et écrire. Alors d'abord, premier étonnement, vous apprenez à lire et écrire et vous travaillez dans une banque. Alors là, expliquez-nous ce que vous faites dans cette banque. Alors, le problème est le suivant, c'est qu'il y a deux problèmes il y en a un qui a aidé l'autre. Bon, je suis rentré dans une banque parce que j'ai une poliomyélite que j'ai eue à l'âge de 2 ans, donc je suis handicapé. Et par ce biais-là, je suis rentré dans la banque. Je cherchais une personne handicapée, j'avais le profil, je suis rentré dedans. Qu'est-ce que vous y faites? Je travaille dans le service correspondance. Je m'occupe du courrier. Ça, Oui. c'est paradoxal. Parce que... Oui, Oui, attendez, c'est- vous occupez du courrier et vous ne savez pas lire. Là, je Oui, comprends. mais c'est ça qui est... C'est la muse. Il a raison. Non. Alors, Voilà, c'est très simple. Au démarrage, je suis rentré dans cette banque, j'ai fermé des portes et j'ouvrais une porte. Après, on a vu, et puis on me faisait compter des titres, et on me faisait mettre des sacoches par ordre alphabétique. Ah. Alors, pour une personne qui était dans un contexte complètement Illettré? illettré, Illettrice, ouais. d'illettré complet, j'ai eu des gros problèmes. Alors on a dit, bon, il faudra peut-être le mettre ailleurs. Alors du coup, au lieu de me mettre en bas, ils m'ont mis en haut, et en haut, c'est le service correspondance, ils m'ont mis derrière une machine qui débitait 3 enveloppes à la seconde.
Alors, arrivé au bout du compte, c'est que je taquais des enveloppes toute la journée pendant 8 heures. C'est très très enrichissant comme travail. Et le problème était le suivant, c'est que je taquais des enveloppes, mais je n'arrivais même pas à lire les adresses. Alors là, ça a commencé à m'inquiéter quand même. Et puis, j'ai demandé à mon entreprise, j'ai dit voilà, vous avez un secteur de formation, vous formez des gens, vous leur faites passer des brevets, vous leur faites passer des concours internes. Moi, je voudrais savoir lire. Alors, ils m'ont dit, bon, on va vous donner des cours. Alors, on m'a donné des cours. On a cherché une méthode pour avoir des cours. On m'a dit que ça n'existait pas au début. Alors, moi, j'ai été chercher par le biais de la municipalité, parce que j'étais très actif avant. Parce qu'avant, j'ai fait d'autres travaux. Alors, Et donc, avez- c'est vous qui provoquez votre chance, si je puis dire, car c'est vous qui Carrément. vous voulez, c'est vous qui Carrément. décidez, j'apprends à lire, à écrire. Parce que je trouve qu'il y a des collègues qui font des travaux intéressants, qui sont très sympas, et j'aimerais bien faire comme eux. Bah oui. Mais on me dit, mais monsieur Charton, je vais vous envoyer taper un Ténex. Vous allez envoyer un Ténex à la 5, à monsieur Gilles Schneider. Gilles Schneider, bourré de fautes. Comment on va faire? Remarque que ça nous arrive aussi d'en Oui. faire. hein. Oui, mais ça, c'est pas grave. Mais vous voyez ce que je veux dire? Non, Donc ça, vous non. saurez le faire Non, bientôt. oui, d'accord, ça, je m'y emploie. Oui. Et je fais Oui. tout pour ça. Oui. Mais si vous voulez, je vois bien la différence qu'il y a. En plus, c'est une société, on a besoin d'un truc économique, et on est obligé de faire ça. Oui. Alors Dominique, parce que le temps va vite malheureusement, mais Pardon. j'ai très envie de comprendre votre parcours là aussi, puisqu'on a écouté Jean-Marc, vous dites vous avez eu effectivement une attaque de poliomyélite, la poliomyélite quand vous êtes enfant, ça veut dire que vous avez eu une scolarité très perturbée, comme très vous. difficile, mais quand même, vous êtes allé à l'école d'une certaine façon. Oui, j'étais à l'école, alors je suis rentré en scolarité avec beaucoup de difficultés. On n'a pas cerné le problème dès le départ, quoi. Dès le départ, on m'a mis, comme à cette époque-là, les gens handicapés étaient refoulés un peu scolairement, on m'a mis dans une classe de perfectionnement, avec des gens qui avaient déjà des problèmes. Moi, j'en avais pas, j'avais un problème physique. C'est pas un problème intellectuel, qui est devenu par la suite un problème Oui, intellectuel. parce que le blocage. Parce quoi. qu'il y a eu un Un blocage. blocage. Ouais, ouais. Et le blocage est là, quoi. Et maintenant, je me rééduque Ouais. pour enlever ce blocage et mettre une autre méthode de fonctionnement. Quelle est Qui est votre- la méthode normale. Quelle est votre situation de famille? Bah, je suis célibataire. Mais vous avez une compagne? J'ai une amie avec qui je vis. Elle vous aide? Elle m'aide. En plus, c'est très pratique parce qu'on travaille dans la même société. Ah bah oui. Donc, on travaille le CIC tous les deux et il n'y a pas de problème. On le voit, vous Ouais. n'avez pas honte de toutes vos lacunes, vous les exposez. Ah, très mais clairement. complètement. Moi, je suis pour dire aux gens quel problème, n'importe quel problème qu'ils ont. Qu'ils aient un problème pour lire ou écrire, ou qu'ils aient du mal à marcher, pour la regarder dans la rue, c'est pas un problème. Il faut le vivre bien. Ouais. Moi, je vis pas avec mes handicaps. C'est mes handicaps qui vivent avec moi. Je vais vous poser une question pratique. Votre permis de conduire, vous l'avez eu? Oui, du premier coup. Ah ben comment vous avez fait alors? Ah, parce que je l'ai voulu, alors je l'ai eu. Oui, mais vous ne Ouais. saviez pas lire. Bah non, mais si vous voulez, comme vous avez passé un permis de conduire, on vous passe des diapositives, il y a une bande en dessous écrite. Ouais. Et il y a une chose que vous ne devez pas vous rappeler, c'est qu'il y a une bande sonore. Et ça, Ouais. la Et on mémoire. Et on hein, répète, et on Ouais. répète deux fois la Ouais, question mais- sonore. et quand vous êtes sur la route, les panneaux, Ah bah on se débrouille. vous emmenez quelqu'un avec soi, quoi. Non, tout seul. Tout seul. Parce qu'on a le sens de l'orientation. Et dans Parce le que métro, dans le métro, Bah, dans le métro, les c'est correspondances, Mais c'est pas très commode. simple. Ah bon. C'est très simple Oui, le métro. allons-y. Vous prenez un papier, vous me donnez le nom de la rue, le Ouais. nom du métro, Ouais, je rentre dans le métro, je regarde les panneaux et puis je compare. ouais, Ah oui, ouais. regardez Et le puis dessin. si je sais pas, Ouais. eh ben, je savais ce que je fais, ben, je demande. ouais. Ah, très vite, une dernière question, Oui. hein, on vous retrouve pendant le débat. Vous lisez quoi aujourd'hui? Des magazines, la presse? Ah là, ça je vous suis en train de intéresse? lire un petit livre de Monsieur Schwarzenberg. Ouais. J'ai essayé de le finir. C'est très intéressant. Vous avez une soif de lire, de rattraper Ah, le temps j'arrête là pas. Je fais que ça. J'ai beaucoup de temps perdu, alors là, je vais lire. Bah, allez-y. Allez. Déjà qu'il y a des petits jeunes qui font des beaux petits livres, maintenant, il va falloir qu'on les lise. Alors, Catherine Bastien, vous êtes écrivain public. D'abord, qu'est-ce que c'est, ce métier d'écrivain public? C'est un passe-temps? C'est du bénévolat? c'est Ou est-ce que plus- c'est un métier à part entière? C'est un métier à part entière. C'est Ça- pas seulement un passe-temps. Vous C'est êtes... un métier qui consiste à écrire sur tout Oui. et sur n'importe quoi pour les autres.
Quand je dis n'importe quoi, ça ne veut pas dire sur une chose stupide. Non, ça bien veut dire sur tous les grands sujets Tout ce qui est utile. et sur n'importe quoi, n'importe quelle chose qui pourrait paraître insolite ou saugrenue. Vous êtes combien en France? Nous sommes 200 à peu près. Et au sein de notre association, parce que j'appartiens à une association, nous sommes entre 120 et 140. Et alors, quelle est votre clientèle et quel est le niveau scolaire de votre clientèle? Pourquoi pousse-t-on la porte d'un écrivain public? Notre clientèle est très diverse. Et il est évident qu'un écrivain public qui écrit pour les autres, écrit en premier chef pour des gens comme vous, par exemple. Bien que je ne trouve pas que vous soyez complètement illettrés. D'ailleurs, en fait, nous sommes tous illettrés. Oui. Un jour, je distribuais des tracts et quelqu'un m'en a prié en me disant « Donnez-moi un, je suis illettré ». Je lui ai dit c'est pas illettré, c'est illettré. Puis après, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit oui, après tout, c'est illettré, parce que illettré, c'est celui qui n'ouvre pas le littré, le gros dictionnaire. Oui. Mais dites-moi, vous disiez, je trouve avec beaucoup de justesse, on est tous illettrés à un moment. Illettrés. Illettrés même. Oui. Oui. Et c'est vrai non, qu'on illettrés, non, oui. je fais Mais pas de jeu de par mots. exemple, oui. On est tous illettrés. Mais face à parce que- l'administration, face à un curriculum vitae, je veux dire, il y a des choses qui ne sont pas commodes dans la vie et qui rien n'est fait pour nous beaucoup aider. de gens ne savent pas faire de curriculum vitae, mais ça ne veut pas dire qu'ils soient Tout à fait. analphabètes. Oui. Bon, beaucoup de gens comme vous ou comme d'autres personnes qui ont fait des études, qui ont appris à lire et à écrire, viennent nous voir parce qu'ils ne savent pas faire leur CV eux-mêmes. Il y a quand même une technique pour faire son CV. Mais est-ce que votre métier est un commerce? Est-ce que vous faites payer? Et Heureusement comment qu'on se fait Oui, non, payer. mais je vous pose la question. Et comment? Mais non, mais c'est pas honteux. Et comment, au mot, à la ligne, à la lettre écrite, comment ça se passe? Théoriquement, bon, chacun d'entre nous exerce un peu son métier comme il l'entend. Alors certains, ce sont des honoraires, parce on exerce en profession libérale, et il arrive que parfois des associations fassent appel à nous, nous demandent de tenir des permanences, et nous souhaitons évidemment qu'elles soient tout de même non bénévoles, ces permanences. C'est ça. Parce Vous avez que- pignon sur rue. Et Oui, nous avons pignon sur rue, nous avons Ouais. des bureaux, des échoppes, et nous nous déplaçons pour nous rendre dans des permanences, et nous nous déplaçons parfois pour aller chez notre clientèle. Mais quelle est votre formation? Quelle formation faut-il Aucune. avoir? Aucune. Savoir lire et Non, écrire. c'est-à-dire c'est que savoir à peu près bien écrire, lire, oui, mais nous n'avons pas de statut. Ouais. Alors- Nous ne pouvons pas demander un diplôme d'écrivain public pour la bonne raison qu'il n'y a pas d'école d'écrivain public, mais nous souhaitons qu'il en existe une bientôt. Oui. Nous y travaillons. Notre association, qui est l'Académie des écrivains publics de France, Alors justement, vous parliez de ce métier. Est-ce qu'il faut un peu de poésie, de lyrisme et un peu de il faut- cœur pour faire tout ça? s'il y a Parce qu'il y a pas- des correspondances privées, j'imagine, que non, vous mais écrivez pour les autres. notre métier est très ouvert. C'est un métier qui est rené dans les années 1980, qui avait connu une longue éclipse depuis Jules Ferry jusqu'aux années 1970, pendant un siècle, mais qui est né vers 3000 ou 4000 ans avant Jésus-Christ. C'était le scribe. Et le scriba latin, c'est grec, latin, scriba latin, c'est le mot écrivain. Et là, j'ai vu ça récemment dans le dictionnaire étymologique de Bloch et Warburg. Écrivain, au Moyen-Âge, ça ne voulait pas dire celui qui écrit des romans. L'écrivain, c'était celui qui écrivait pour les autres. Comment Donc vous êtes- l'écrivain public, c'est tout simplement l'écrivain au sens médiéval. Ça vous est venu comment, l'idée de devenir écrivain public? Ça m'est venu parce que j'ai lu un jour dans La Croix, dans les années 84, un tout petit entrefilet disant qu'une académie d'écrivains publics faisait son congrès à Paris, à Montmartre, et que toutes les personnes qui avaient le goût d'écrire et qui avaient le sens des contacts humains, parce que c'est très important, Le vous cœur, m'avez ouais, dit, le justement, cœur, la vous parlez poésie, du le cœur, sens des ouais. contacts humains, bon, le sens des autres, l'ouverture aux idées et aux autres, l'esprit en perpétuelle évasion. Ces gens-là pouvaient participer à ce congrès. C'était un tout petit entrefilet dans le quotidien La Croix. Et apparemment, vous ne regrettez pas. Absolument pas, au contraire. Merci à tous trois. Je vais vous faire un aveu maintenant. Vous l'avez peut-être remarqué tout à l'heure, on a fait une faute d'orthographe sur illettrisme. Oui, la 5, honte à nous, on a fait une faute d'orthographe, on avait écrit avec un seul T. Et savez-vous qui nous a dit, mais il y a 2 T, voyons? Eh bien, C'est c'est Dominique. lui, c'est Dominique. Et pourquoi il le savait? Parce que je crois que c'est un des premiers mots qu'on vous apprend quand vous allez à Bah cette oui, école. quand même. Merci. À tout de suite pour le débat. Un gros cube. 14 ans, le plus jeune auteur publié actuellement, ce qu'elle a ressenti en entendant tout à l'heure les témoignages courageux de Jean-Marc et de Dominique.
J'ai réalisé que l'illettrisme n'était pas seulement être privé de vie intellectuelle, c'est-à-dire pas avoir le plaisir de lire, d'écrire, mais c'était aussi pas pouvoir lire une notice, un mode d'emploi. C'est souffrir d'un handicap en quelque sorte. Voilà, c'est autre chose que la vie intellectuelle. Pour moi, l'illettrisme, c'était seulement quelqu'un qui ne pouvait pas lire, mais pour moi, lire, c'était seulement les livres. Je ne me rendais pas compte qu'on lisait tout le temps, toute la journée. Oui, ça fait partie de notre vie quotidienne. Et vous, Paul Gut, quel a été votre... Eh bien, moi, j'ai été d'autant plus touché que ma grand-mère des Pyrénées, du pays de notre merveilleuse amie, était illettrée. C'était une pauvre paysanne qui avait été obligée de travailler à partir de l'âge de 8 à 10 ans. Ouais. Et elle n'avait pas pu aller à l'école. Et alors, c'était bouleversant parce qu'elle le cachait. Elle faisait semblant de lire le journal, mais elle le prenait à l'envers, la pauvre. Ouais. Alors c'est pour ça que plus tard j'ai écrit Lettre ouverte aux futurs illettrés. C'est un thème qui vous tient à ce cœur. soir. Et moi, je voudrais m'adresser à Catherine Moisan. Vous avez la tâche peut-être pas facile ce soir de représenter le ministre de l'Éducation. Est-ce que ces témoignages ne sont pas un petit peu une remise en cause du système scolaire? Écoutez, c'est une tâche pas facile, mais en même temps... Au-delà, je m'empresse de Oui. le dire, de toute polémique politique, bien sûr. Bien sûr, non, mais là, il ne s'agit pas de toute polémique politique. Parce que là, il a été question de l'école et d'une sujet, certaine façon. Tout à fait sérieux et important. Donc, quand vous dites que la tâche n'est pas facile, je dirais qu'en même temps, c'est une des tâches les plus passionnantes qui soit. Hein. Parce que par rapport au problème de l'illettrisme, je crois que la première chose, c'est qu'il faut être courageux et avoir un minimum d'humilité. Ouais. Bon, qu'est-ce qui se passait, en fait, il y a 10 ans, dans notre société française? Ben, ce qui se passait, c'était que c'était la loi du silence. La loi du silence, les illettrés ne le disaient pas. Et ça a été très bien dit dans les témoignages. Et la société refusait de le voir. C'est-à-dire la société vivait sur une idée que le système éducatif avait considérablement progressé, que la société aussi, ce qui était juste. Hein, et que donc, dans nos sociétés développées, il ne pouvait pas y avoir d'illettrisme. Bon. Mais comment on passe à travers les mailles du système? Alors, ça, c'est aussi une question tout à fait importante qui a été très très bien expliquée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment très important, qui est l'apprentissage même, que l'on situe dans notre système toujours au même moment pour nos enfants, il se passe un blocage, il se passe un échec. Et que cet échec, ensuite, n'est pas rattrapé. Donc à ce moment-là, l'échec double, triple, etc. Donc la leçon qu'on peut tirer de ça, c'est que pour que le système éducatif joue son rôle de prévention, il faut agir le plus tôt possible. Il faut même agir, je dirais, avant l'apprentissage même de la lecture. Il faut préparer cet apprentissage, il faut un contact avec l'écrit, il faut une envie d'apprendre à lire, et il faut repérer le plus rapidement possible le moindre problème. François Bayrou, pardon. Moi, je voudrais me permettre de dire que quand j'ai écrit ma lettre ouverte aux futurs illettrés, il y a 10 ans de ça, c'était en 80, et j'ai été le premier à le faire. Tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est que plusieurs personnalités avaient posé ce problème. Quand je parlais de la société, c'était par exemple de l'institution. Bon, je peux rapidement vous raconter une anecdote, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la France. Il y a eu en 1984 à Bruxelles une réunion des ministres de l'Éducation, des 12 pays de la communauté. Les 12 pays de la communauté sont des pays développés. Hein. Ben, c'est quand même la France qui a dit ce jour-là à ses collègues, et à ses 11 autres collègues, écoutez maintenant, cessons de nous cacher les problèmes et reconnaissons entre nous, pays développés, hein, que nous avons un problème d'illettrisme persistant dans nos sociétés. Bon. Les 11 pays n'ont pas dit oui tout de suite. Il y en a 9 qui ont dit oui, puis 10. Le Danemark est resté un certain temps à dire non, moi je n'ai pas d'illettrés. Il y a 2 ans, effectivement, le Danemark a dit oui, nous avons aussi des illettrés. Hein. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que c'est passé au niveau de l'institution et de la reconnaissance. C'est-à-dire que c'est une plaie que nous partageons tous, mais ça ne change pas le problème. Sauf que tant qu'on se cachait le problème, on ne pouvait pas le résoudre. La première chose, c'était de reconnaître qu'il existait. Et on parle bien d'illettrisme. Bien sûr. Alors justement, François Bayrou, vous êtes député LF, mais enfin vous êtes surtout ce soir le président du groupe permanent de lutte contre l'illettrisme. On a dit tout à l'heure qu'il y avait environ 6 millions d'illettrés en France, parmi lesquels 1,5 million d'immigrés. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de l'illettrisme qui n'est pas, je le disais aussi, l'analphabétisme? Oui, je trouve que tout a été dit par
nos témoins tout à les l'heure. trois qui se sont exprimés, tout. À savoir que, en effet, un illettré, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Il est allé à l'école. Il a reçu le nombre d'années de scolarité normale. J'allais dire, même subi le nombre d'années de scolarité normale. Deuxièmement, dans la plupart des cas, il n'est pas inapte à déchiffrer. Il peut déchiffrer, mais il ne sait pas lire, parce que lire, c'est beaucoup plus que déchiffrer. C'est aller beaucoup plus loin à la recherche du sens. On ne s'arrête pas au signe, on dépasse le signe pour aller jusqu'au sens. Et pour trouver une définition simple, moi je dirais que l'illettré, j'avais souhaité qu'on l'appelle le mal lettré, pour que les gens ne confondent pas. Et puis je ne suis pas arrivé à faire entrer ce mot dans les mœurs. Mais l'illettré, c'est quelqu'un pour qui l'écrit, au lieu d'être comme pour nous un atout ou un outil, est en réalité un handicap. C'est-à-dire que dans toutes les circonstances de la vie publique, nos amis parlaient des rapports avec l'administration, de la vie publique ou de la vie privée. On a envie d'écrire des lettres d'amour quelquefois. De la vie publique ou de la vie privée, il sait qu'il est traqué, qu'il va être dénoncé par ses difficultés à lire ou à écrire. Et d'autant plus dénoncé que la société dans laquelle nous sommes est une société où l'écrit prend une place croissante. Oui, c'est justement les écrans d'ordinateur. Vous savez, il y a quelques années, on racontait que l'audiovisuel allait remplacer l'écriture, que McLuhan, comme on disait prétentieusement, allait remplacer Gutenberg. C'est le contraire qui est arrivé. C'est-à-dire que l'informatique en particulier a fait que partout, dans tous les métiers, dans toutes les activités, songez pour demander des horaires de train ou pour simplement taper avec une carte bleue pour retirer de l'argent, partout l'écrit est roi. Et alors, on nous dit, je voulais savoir si c'était exact, parce que ça m'a beaucoup frappé. D'une part, il paraît qu'il y a moins de gens qui utilisent des cabines téléphoniques, mais surtout depuis que ces cabines ont des modes d'instruction avec ces cristaux liquides qui apparaissent très rapidement, et donc on n'a pas le temps de lire. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, je suis persuadé que c'est vrai. Et qu'en même temps, on me disait que même pour prendre des billets dans les billetteries, faire la pointe, mais les gens, ils ne savent pas ce que c'est que faire la pointe. Oui. C'est-à-dire qu'on a une société avec de nouveaux handicapés, et une société qui ne s'adapte pas non plus. Et une société avec ces difficultés-là, ces obstacles-là, et une cruauté beaucoup plus grande. Parce que vous savez bien que pour une offre d'emploi, même pour un métier manuel, eh bien on trie parmi ceux qui ont un diplôme. Donc il ne s'agit pas seulement d'une exclusion ou d'une marginalisation, mais c'est que toutes les activités de la vie se trouvent cernées par l'écrit. Et c'est donc pourquoi le problème, on disait qu'on a eu du courage de le reconnaître, mais c'est aussi que partout aujourd'hui, le problème devient beaucoup plus insupportable qu'il n'était autrefois. Et c'est dans quelle tranche d'âge trouve-t-on le plus d'illettrés actuellement? Alors, j'ai fait procéder, lorsque j'ai pris la présidence du groupe de lutte contre l'illettrisme, j'ai fait procéder à une enquête qui est à peu près, je crois, je parle sous le contrôle de Catherine Moisan, la première dans un pays développé qui est volontairement essayer d'avoir une approche quantitative, comme on dit, c'est-à-dire de chiffrer le nombre des illettrés. Et on a trouvé que, je vous dirai les critères si ça vous intéresse, mais on a trouvé qu'il y avait en France environ 1 Français sur 5, un très grand nombre dans la catégorie des plus de 65 ans, pour 2 raisons, qui sont que le manque de formation dans ces catégories d'âge et des problèmes de santé, et de difficultés liées à l'âge. Ensuite, ça baisse très régulièrement, jusqu'à 15% dans la plupart des catégories d'âge, et ça remonte au-dessous de 25 ans. D'ailleurs, nos témoins avaient... Oui, vous voulez ajouter quelque chose, Jean-Marc? Le problème qui m'incombe aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va faire des enfants qui ont 4 ans à l'heure actuelle, qui vont rentrer l'année prochaine en primaire. Comment on va pouvoir déceler très rapidement? C'est là le problème. C'est plus nous. Moi, je suis illettré. Je me bats pour plus y être. OK. Mais maintenant, il faut qu'on trouve un système, un moyen... De dépistage. De dépistage. C'est ça, c'est là-dessus qu'il faut qu'on réfléchisse. C'est ça qui est important. Qui peut répondre à ça? Madame Moisan, peut-être? Non, je suis tout à fait d'accord que c'est ça qu'il faut commencer par faire. C'est-à-dire,
nous avons maintenant un système de dépistage qui s'appelle les réseaux d'aide spécialisés, avec des personnels qui assistent les enseignants pour essayer de dépister des handicaps tels que par exemple un problème de dyslexie le plus rapidement possible, y compris avant ce qu'on appelle l'apprentissage formel de la lecture. Hein. Bon. Et c'est là qu'il faut agir. Bon. La deuxième chose sur laquelle il faut agir, c'est qu'on peut avoir un problème individuel qu'on peut dépister. Il y a une autre chose à laquelle il faut penser, c'est un handicap social. Le handicap social existe par rapport à l'écrit. Hein. Nous avons tous connu ou rencontré des enfants, par exemple, de 3 ans et demi, 4 ans, à qui on lit des histoires. Hein. Et on a tous vu cette histoire absolument merveilleuse d'une petite fille qui, à 4 ans, prend un livre, connaît par cœur l'histoire, raconte l'histoire et dit, vous voyez, pourtant je ne sais pas lire et je raconte l'histoire. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'elle ne sait pas lire formellement, mais elle a déjà intégré la nécessité de l'écrit, le plaisir de l'écrit et la pratique de l'écrit. Et l'apprentissage, il vient tout seul. Donc, la concentration des efforts doit se faire sur les enfants qui n'ont pas cet entourage d'écrit. Parce que les enfants à qui on ne lit pas d'histoire, quand ils ont 2 ou 3 ans, qu'est-ce qui se passe pour eux? Oui. Donc, eux, il faut leur donner, en fait, faisons les choix, je dirais. C'est-à-dire, donnons-leur à eux la priorité d'une scolarisation plutôt à l'école maternelle. Oui. Mais j'ai envie de vous dire, mais pas pour la polémique, mais est-ce qu'on n'a pas été terriblement imprévoyant? Parce que finalement, ça fait 7 ans que politiquement, d'ailleurs vous l'avez tous reconnu, on découvre l'illettrisme qui pourtant frappe toutes les sociétés occidentalisées. Et puis vous avez dit quelque chose qui m'a frappé tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut que l'école joue un rôle de prévention. Mais moi j'ai envie de dire, il faut que l'école joue son rôle. C'est-à-dire que son rôle, c'est simplement de déceler des enfants qui ont un petit peu de mal à suivre et qui puissent lire et écrire comme tout le monde. Tout à fait. Alors est-ce que tout ça c'est utopiste? Je disais bien, il faut que l'école joue son rôle. Non mais ça, on s'entend tout à fait sur le terme. Oui. Bon alors, est-ce qu'on a été imprévoyant? Je ne pense pas qu'on ait été imprévoyant, parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut ajouter, c'est-à-dire il faut être courageux, comme je l'ai dit tout à l'heure, et dénoncer le problème. Il ne faut pas non plus qu'on renverse, nous tous, le discours sur le système éducatif en disant, tous autour de cette table, ce système éducatif, c'est une catastrophe, il n'y arrive à rien, on ne produit rien. Parce que qu'est-ce qui va se passer si on dit ça? Vous avez entendu quelque chose d'absolument important tout à l'heure, qui est qu'un facteur d'échec scolaire, c'est l'image que les adultes projettent, y compris les enseignants bien sûr, projettent sur l'enfant. C'est-à-dire que si on pense, a priori, qu'un enfant ne va pas réussir, il ne réussit pas. Mais le système éducatif, c'est la même chose. Alors le système éducatif, qu'est-ce qu'il a fait depuis 50 ans? Il a éradiqué l'analphabétisme, le véritable analphabétisme. Oui. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il a réussi à produire un nombre considérable de bacheliers qu'il ne produisait pas précédemment. Hein? Bon. Je veux dire, c'est un fait, c'est un fait. Hein? Donc il faut lui donner acte de ça. Il faut donner acte aux enseignants de ça. Hein? Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait d'autre depuis une dizaine d'années? Il a développé la scolarisation à l'école maternelle. On ne se rend pas compte de ça en France. Il y a eu un groupe d'Américains qui est venu, d'experts américains qui est venu il y a 3 mois pour faire une enquête sur l'école maternelle française. Vous ne vous rendez pas compte de ce qu'ils ont dit sur l'école maternelle française. Est-ce que vous savez qu'on scolarise 98% des enfants à 3 ans, maintenant? Oui. Hein? Oui, non, mais il y a de bonnes choses, c'est évident. Bon, c'est bien par là qu'il faut commencer. Il n'empêche que l'illettrisme, c'est 6 millions de Français. Alors, Robert Sabatier n'a pas encore pris la parole, il a peut-être quelque chose à ajouter sur la question posée. Moi, j'ai toujours épaté quand brusquement on découvre qu'il y a un illettrisme. Ouais. Alors, je suis tenté de penser que les gens qui découvrent ça ne sont jamais sortis de leur bureau. Parce que quand on a vécu dans des milieux professionnels, qu'on a fréquenté les usines, on les a vus, les illettrés, on en a vu des quantités. Et tout à l'heure, j'ai entendu ces messieurs qui sont, je dirais, en voie de développement vers la lecture et vers l'écriture, et je les regardais et je disais, mais ils ont des visages intelligents. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas appris plutôt à lire, à écrire? Et il y a un monsieur qui m'a expliqué qu'il était sorti à 15 ans de l'école. Bon, et je me dis, mais il est resté jusqu'à 15 ans à l'école et personne ne s'est aperçu qu'il y avait quelque chose à faire. Mais c'est une indifférence de la société qui est purement scandaleuse. Alors justement, Monique Leblond, vous êtes formatrice depuis 8 ans, oui. C'est-à-dire depuis qu'on s'est un peu ému de ce problème, j'ai l'impression. Alors qui sont les adultes qui frappent à votre porte? Eh bien, les adultes qui frappent à la porte des stages, hein, puisque moi je parlerai de stages de formation, hein, c'est-à-dire ce n'est pas ni l'écrivain public ni les associations, ce sont des stages de formation.
des adultes qui viennent, un petit peu les parcours. J'aurais très bien pu avoir ces deux messieurs comme stagiaires. Quel est leur niveau scolaire aussi? Eh bien, c'est pareil, c'est des gens qui sont allés à l'école jusqu'à quelquefois 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ce que j'ajouterais, moi, c'est que c'est souvent des histoires personnelles qui sont beaucoup plus dramatiques que celles qui ont été exposées là. C'est-à-dire que très souvent, les illettrés accumulent les handicaps de santé, de chômage, de manque d'argent, de logement, une chose en entraînant une autre. Ça amène vraiment à des situations dramatiques. Jean-Marc nous disait que tout à l'heure dans son témoignage que c'était très dur quand on a son âge de travailler sur l'illettrisme, d'apprendre à lire et à écrire. Il faut combien de temps pour un adulte pour apprendre à lire et écrire? Alors ça c'est une question difficile. C'est vraiment difficile de répondre. Ça dépend de ce qu'il sait au départ. Parce qu'il y a des illettrés qui vont même pas être capables d'écrire une phrase en coupant correctement les mots. Et puis il y en a d'autres qui sont capables d'écrire une lettre avec beaucoup de fautes d'orthographe, mais enfin le texte sera quand même compréhensible. Alors, en gros, moi je crois qu'il faut certainement plusieurs mois de travail intensif, avec un environnement très, très, très dynamique, très chaleureux, très, très revalorisant, parce que je crois que c'est ça la clé. C'est les petites victoires. Ce sont des gens qui ont quotidiennes. été dévalorisés beaucoup, qui sont exclus, et qu'il faut leur montrer qu'ils sont intelligents, qu'ils ont des choses à apporter, qu'ils sont capables de créativité, qu'ils sont capables de démarche poétique, parce que tout ça, je le vérifie, moi. Je fais des ateliers d'écriture, et je le vérifie. Et c'est ça, c'est cette dynamique-là qu'il faut réenclencher chez eux. Oui, vous dites c'est possible, on Bien peut y sûr, arriver, parce mais que bien beaucoup sûr finalement, que c'est possible. derrière cette honte, on a le sentiment de c'est impossible, on a tellement répété en classe, et là encore, c'est vrai qu'on va reparler du système scolaire, mais là encore, on a l'impression qu'ils ont été catalogués une fois pour toutes pour délaissés pour compte, et puis donc ils ne pensent plus adultes à venir Moi, vous je voir. pense que Est-ce que vous avez les c'est- moyens de tout ça? Je Est-ce pense que c'est financièrement, vous avez les moyens? possible et c'est même un devoir parce qu'on est dans une société qui se doit, moi je crois, d'être solidaire. On est dans un pays riche et c'est absolument inacceptable de laisser comme ça sur le côté des gens qui ont sûrement des choses à apporter, ils le prouvent, dès qu'on les remet un petit peu à niveau. Mais cela dit, il faut faire des stages, enfin je ne sais pas si on y reviendra, mais il faudrait les faire beaucoup plus longs qu'ils ne sont. Il y a Dominique qui veut nous poser encore une Il question. y a une chose qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est qu'une personne qui est illettrée, avant, elle avait honte d'en parler. Bon, moi, ça va, j'ai pas honte d'en parler. Elle avait honte d'en parler, donc elle se refermait sur elle-même. Maintenant, mais il faut se remettre dans la tête qu'il y a 10 ans, un plateau de télévision comme celui-là, il n'y en avait pas. C'était pas possible. Parce que j'aurais été montré du doigt par tout le monde. Alors que et maintenant, on va on vous n'aurait aider. pas dit il est illettré, on aurait dit il est bête. Ouais. Tandis que c'est pas du tout la même chose. C'est pas parce que je ne sais pas lire bien ou j'arrive pas à bien écrire que je suis bête. Et le problème est là, c'est que pour aller voir madame, pour venir sur ce plateau, il faut superviser ça. Et c'est très dur de passer ça. C'est ça qu'il faut expliquer. Il y a beaucoup de gens qui savent très bien lire et écrire et qui sont stupides. Oui, tout à fait. Ça, alors on en est tous certains. Monsieur Sabatier a l'air d'en être convaincu. Moi, je voudrais me tourner vers Marianne Polo, même si ça a l'air d'être un peu de la provocation. On a un peu, c'est vrai, l'impression que vous faites figure d'alibi ce soir, parce que non seulement vous êtes bon élève, vous avez 14 ans, vous avez écrit un livre, puis en plus vous avez été capable de démarcher l'éditeur qui allait vous publier. Alors je voudrais savoir comment ça s'est passé, comment, quand on a 13-14 ans, on est capable de croire en soi, de prendre ces 200 feuillets, puis de frapper à la porte d'un éditeur. Je n'avais pas 200 feuillets. Il y en avait un peu moins. Oui. Dans le livre, ça fait gros. Hein. Oui. Non, j'ai écrit le livre et je l'écrivais pour moi. Je n'ai pas cherché à faire des effets de style. Et je l'ai envoyé chez un éditeur parce que peut-être au fond, je ne croyais pas vraiment qu'il allait être publié. Et pour moi, et en même temps, c'était un petit peu normal que j'écrive ce livre. Je veux dire, je suis complètement baignée dans un univers de livres. Vous parliez justement des environnements. Ça comptait beaucoup. Moi, je veux dire, pour vous donner un exemple, j'étais encore dans le ventre de ma mère. Ma maman m'avait déjà acheté un dictionnaire. C'était le dictionnaire des 10 000 premiers mots. Donc, c'est pour vous dire, vraiment, à la maison, les livres, c'est le prolongement naturel des doigts, pratiquement. Donc, quand j'ai écrit le livre, c'était normal. J'ai écrit... Il n'y a pas beaucoup... Non, dans ma famille, j'ai beaucoup de frères et sœurs, ils n'écrivent pas, mais j'écrivais pour me raconter une histoire et ça me paraissait pas
super, formidable. Et je l'ai envoyé chez un éditeur, mais il y a beaucoup d'adolescents qui écrivent bon, et l'éditeur était peut-être un petit peu surpris, je ne sais pas. Il m'a demandé, il a vérifié si c'était moi qui l'avais écrit. Il a vérifié comment? Il m'a fait faire, on rejoint l'orthographe d'ailleurs, il m'a fait faire une petite dissertation. Et c'était, bon, j'avais donc un choix, et il y avait aussi la Roumanie. Et je ne l'ai pas pris parce que j'avais peur de l'orthographe de Ceausescu. Monsieur... Oui, je crois qu'il y a un piège dans lequel il ne faudrait pas qu'on tombe. Et madame, qui est écrivain public, l'a dit tout à fait il y a une minute. Je crois que ce serait une erreur de croire que la société de l'écriture est coupée en deux, qu'il y a d'un côté tous ceux qui sont comme Marianne, c'est-à-dire ceux qui savent parfaitement bien lire et écrire, et de l'autre, ceux qui sont illettrés, qu'on appelle mal lettrés. Je veux qu'on dise ça. Dans l'illettrisme ou le mal-lettrisme, il y a toutes les nuances entre ceux qui ne savent pas déchiffrer, ceux qui déchiffrent parfaitement et ne comprennent rien à ce qu'ils lisent, ceux qui comprennent un peu et pas tout, et puis nous qui croyons très bien lire, et il y a des ouvrages, si on nous les met entre les mains, on verra qu'il y a des notions que nous ne comprenons pas. Je veux dire qu'il faut que nous mesurions que la lecture, ça n'est pas acquis une fois pour toutes. La lecture, c'est quelque chose dans lequel il faut beaucoup progresser pour arriver à gagner facilement le sens dans un texte. Et donc, ça n'est pas fini, ça sera mon dernier mot, et c'est très important, ça n'est pas fini avec le déchiffrage. Et pour répondre à madame, je crois que l'école s'est trompée depuis longtemps sur un point, c'est que lorsqu'elle croit qu'elle a donné la lecture, parce qu'elle a donné le déchiffrage à 6 ou 7 ans, elle se trompe complètement. Il faut dépasser le déchiffrage pour qu'il devienne quasi naturel, le prolongement naturel des doigts, yeux ou des doigts, je trouve ça pour aller jusqu'au sens. Oui, tout à fait. Et ça, c'est un très gros effort qui n'est pas accompli. Paul Guth. Je voudrais, cher ami, illustrer ce que vous venez de dire d'après un exemple que j'ai tiré de mon livre « Lettres ouvertes aux futurs illettrés » et qui date de 10 ans. C'est dans une classe de 6e des Yvelines. Sur 25 élèves, vous allez voir, ça va illustrer ce que vous disiez. Il y en a 6 qui lisent en comprenant. Il y en a 8 qui lisent en trébuchant. Il y en a 9 qui lisent en changeant des mots ou en sautant inconsciemment des lignes. Et enfin, il y en a 2 dont les problèmes de graphie frisent la carence. Vous voyez la proportion. Alors Monsieur Guth, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à une classe. On vient de faire, à la rentrée dernière, l'évaluation des capacités de lecture pour les élèves de 6e, à l'entrée en 6e. On a donné un court texte de 10 lignes, qui était sur les Esquimaux, pour expliquer que l'habitation ordinaire des Esquimaux, ce n'était pas l'igloo comme on croyait, c'était une hutte. Et puis après, on a posé la question aux gens, que l'igloo, c'est une habitation de chasse. On a posé la question aux enfants de savoir quelle était l'habitation ordinaire des Esquimaux. Réponse, l'igloo, 60%. Alors moi, je voudrais demander à Marianne si elle fait des fautes d'orthographe, et vous allez voir que ma question n'est pas innocente. Oui, j'en fais, pas énormément, mais j'en fais. Oui. Alors, parce que tout ça nous amène forcément à parler d'orthographe. Oui. On disait que la lecture, ce n'était jamais acquis, vous avez dit, mais alors on a l'impression maintenant que l'orthographe non plus n'est pas une. Oui, parce qu'aujourd'hui, on l'a vu dans l'actualité, il y a un grand débat à propos de la nouvelle orthographe. Des écrivains, des linguistes, des académiciens s'opposent à la réforme. Alors, je demandais à nos écrivains s'ils sont dans ce cas. Robert Sabatier, vous êtes pour, vous êtes contre? Écoutez, je ne sais pas la première fois comment on a parlé. Et qu'on m'a cité quelques exemples, j'ai cru que c'était un canular. J'ai pensé, c'est tellement bête, c'est tellement stupide, que ou ce sont des ignorants qui ont fait ça, ou des osos, excusez-moi, ou des gens trop savants, qui veulent trop en faire. Et je dois dire, au début, j'ai rigolé, j'ai cru que c'était une blague, tellement c'est énorme, des chasse-neige avec un S à neige, enfin, des choses qui défient toute la logique. Et puis en même temps, je pensais à cette langue, qui est belle, qui est aimé, et qui n'appartient à personne, et surtout pas à un petit groupe dans un ministère ou ailleurs, qui va piéger quelques académiciens qui ensuite sont très embêtés, pour leur faire des choses de ce genre. Je veux dire, une langue, ça appartient à 50 millions de Français. Plus les Suisses, les Belges, etc. Et ce sont eux qui sont les plus furieux. Et ensuite, on nous dit que ça va être... Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai, nos amis vont nous le dire.
que ça va être, qu'il va y avoir un décret, mais qu'on voudra bien quand même nous laisser écrire comme nous voulons pendant un certain temps, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Et puis c'est la porte ouverte. Alors quand j'ai vu mes amis de l'Académie française, l'Académie Goncourt n'a pas été consultée, ni une quinzaine de grands écrivains français, je le dis tout de suite, et qui sont contre. Ça vous a vexé? J'ai posé la question à mes amis académiciens, non mais je dis, mais ça va pas, écoute, comment tu as pu laisser faire ça? Dire, oh, tu sais, on a été, je crois que certains d'entre nous ont été piégés, et puis d'autres m'ont dit, ah, je suis résolument contre, qui étaient furieux comme d'Ormesson, comme Reims, comme d'autres, et d'autres qui m'ont dit, c'était pour éviter le pire, comme Pétain en 40 qui évitait le pire. En fait, c'est De Gaulle qui évitait le pire. Alors voilà pourquoi je dis, mais je garde mon humour, je dis, c'est terrible à dire, c'est tellement absurde que ça ne peut pas marcher. J'en ai parlé à des inspecteurs d'enseignement primaire. J'ai fait 3 conférences la semaine dernière, dont 2 en province. Chaque fois, on m'a posé la question, êtes-vous pour ou contre? Et j'ai donné mes raisons. Mais toute la salle a croulé en applaudissements. Les gens ne veulent pas qu'on touche à leurs mots et à l'orthographe. Demandez à ces messieurs. Je voudrais savoir leur opinion. Moi, je vais vous poser une question. Ça fait 5 ans que j'apprends à lire. Ça fait 5 ans que j'apprends à écrire. On va me dire que pharmacie, maintenant, il faudra que j'écrive avec un F. Ah, vous le savez, vous voyez. Voilà. Il faut l'écrire avec PH. Ah non, non, mais, mais je veux dire, il faut la lire. Paul Gut, c'est de l'humour. Votre avis sur cette réforme de l'orthographe? Oh, mais je suis de l'avis de mon ami Robert entièrement. Mais derrière l'humour, est-ce qu'il y a la colère? Parce que malgré tout, on sent votre moi j'ai rigolé parce que j'ai cru que c'était et chez M. Bayrou, on sent carrément... Mais quand on m'a dit, quand j'ai lu ce matin que les éditions Nathan, leur manuel d'enseignement primaire vont être rectifiés, moi j'ai poussé des hurlements. Je me suis dit, c'est pas possible, j'en appelle, je sais pas, à l'Académie française qui va peut-être se réveiller, au président de la République qui est un merveilleux écrivain, et à 100 et à 1000 autres. Remarquez, je ne me fais pas de mauvais sang. Je reçois une foule de lettres de personnes d'un certain âge qui m'écrivent, monsieur le professeur, je m'excuse, je m'appelle comme ça, je vous demande pardon, j'ai à peine mon certificat d'études. Or, dans ces lettres-là, mes chers amis, il y a 0 faute. Et vous savez qu'autrefois, pour avoir son certificat d'études, il fallait faire moins de 5 fautes. Si vous faisiez 5 fautes d'orthographe, vous n'aviez pas le certificat d'études. Bon, d'autre part, un professeur m'a envoyé la copie, la meilleure copie qu'il a faite toujours d'après mon livre, Lettres ouvertes, futurs illettrés. 14 sur 20. Mais il a ajouté, je n'ai pas tenu compte de l'orthographe. Il y avait 40 fautes. Oui. Alors, je vous propose une chose, parce que le temps passe. On va bien sûr donner la parole à M. Cerchilini, parce qu'il est l'un des responsables de cette réforme. Il va répondre. Il est temps pour nous de faire une petite coupure publicitaire. Alors, Bernard Cerchilini, vous êtes l'un des pères de cette réforme. Est-ce que vous vous attendiez à un tel tollé? On a entendu tout à l'heure M. Sabatier, toute la journée, dans toute la presse, on en a parlé aujourd'hui. Un tel tollé à l'instant. Mais oui, non, enfin, quand même, c'est pas de maintenant. Il faut dire qu'il y a quand même une liste signataire de noms bien précis qui sont de nombreux intellectuels qui ont signé aujourd'hui. M. Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy, Philippe Tabot. Bon, alors on va, Jean Dutour, M. d'Ormesson, des gens de l'Académie. Donc, non, disons pas qu'il n'y a que... Est-ce qu'il fallait écrire, décider d'écrire oignon O-G-N-O-N au lieu d'écrire oignon, par exemple? Écoutez, je vais parler. Hein. Allez-y. Je crois que si on s'était donné la peine de lire le rapport, c'est un simple rapport. On n'aurait pas dit tout ce qu'on a dit à l'instant. Par exemple, la graphie PH en français, qui est très régulière, n'est pas touchée. Il n'est pas question de changer le mot pharmacie, par exemple. Bien. Deuxièmement, on n'aurait pas dit que c'est un décret. Il n'y a pas en France de décret, de loi, de législation concernant l'orthographe. Il n'y en a jamais eu, il n'y en a pas, il n'y aura jamais. Depuis que l'orthographe existe, il y a simplement des conseils, des recommandations données par une autorité morale qui, au premier chef, est l'Académie française. Elle conseille, elle recommande, et les usagers suivent ou ne suivent pas. Jusqu'à présent, ils ont suivi l'Académie française, c'est l'orthographe que nous utilisons. Voilà. Oui. Bien. Enfin, mais cette nouvelle orthographe, attendez, cette nouvelle orthographe, attendez, 2 secondes, il n'a pas encore parlé. Cette orthographe nouvelle on me laisse continuer. A des règles, je vous relance là, parce que cette orthographe nouvelle a des règles, on va quand même pas, c'est ce que vous disiez, on va pas écrire phonétiquement. Certainement pas. Il n'est pas question d'écrire phonétiquement. L'orthographe du français est fondamentalement liée à l'histoire de la langue, à l'étymologie. Ouais. Donc, elle est l'orthographe
ancienne. Il s'agit simplement de la rectifier sur certains points qui présentent des anomalies, des cohérences ou de proposer des règles là où il n'y a pas de règles. Et si vous voulez, je développerai tout à l'heure la question de Jacques. Allez-y, tout de suite. Alors, par exemple, tire-fesse, si on n'a plus qu'une fesse, c'est pas une anomalie. Non, on n'a plus qu'un tire-fesse au singulier. Quand on tombe, ça arrive. Qui tire Bien qu'une sûr, fesse. on met en avant quelques exemples. Je peux vous les dire, c'est tire-fesse, c'est sèche-cheveux, au cas où vous n'auriez pas pensé, Oui, etc. pour chacun. Mais, Oui, bien. Il suis main. Oui. Alors, j'ai deux mains. Oui. Je vais être obligé de n'en Mon cher ami, qu'une. me permettez-vous de continuer? Oui, ce qu'il faut Bien. quand même souligner, c'est que Paul Gut va maintenant faire des fautes d'orthographe. Non, mais Alors ça, je trouve que c'est pas sympa. Ce qui hein. m'ennuie, c'est que vous vous enfoncez. Je n'ai pas parlé encore. Allez-y, allez-y. Pourquoi je allez-y. m'enfoncer? Bon, cette façon de faire des mots en français avec un ancien verbe et un nom est, comme on dit, productive. Hein. Tous les mots en garde quelque chose, porte quelque chose, chauffe quelque chose, on en crée sans arrêt. Sans arrêt. On peut en inventer, par exemple, un réchauffe-goutte. par exemple. Donc, dans la langue technique, on en crée beaucoup. Prenez le dernier catalogue Manu France, qui à l'index comportait 80 termes en porte quelque chose. Bien. C'est donc extrêmement productif, il y en a énormément. Or, on ne sait pas comment écrire ces mots, ni au singulier, ni au pluriel. Il n'y a pas de règle. Jusqu'à présent, on se fiait au sens. Un porte-avions au singulier, ça doit avoir un S au bout parce que c'est censé porter plusieurs avions, même quand il n'y a aucun avion. Un porte-cigarette, même quand il est vide. On Non, se mais fiait... vous dites des Est-ce que je conneries, là. peux- est-ce que je peux continuer? Mais c'est absurde, enfin. Enfin, vous êtes professeur. Oh, mais écoutez, mais on vient retourner à l'école. Coupez la parole. C'est ridicule. Est-ce que vous prenez acte qu'on m'a coupé la parole? Non, Oui. allez-y, allez-y. Prenez acte, merci. Moi, je prends acte aussi, beaucoup Si de vous- choses. Est-ce que je peux continuer? Continuez, Oui, continuez, oui. continuez. Exemple. Et donc, les dictionnaires sont très divergents dans ce domaine. Cherchez le mot cache-flamme au singulier dans la plupart des dictionnaires usuels. Certains dictionnaires donnent cache-flamme avec un S au singulier et au pluriel, d'autres pas d'S ni au singulier ni au pluriel. On ne sait pas comment les écrire. Et la référence au réel n'est pas suffisante. Un compte-goutte, ça compte une goutte ou plusieurs gouttes? Nous avons proposé, avec l'assentiment de toutes les autorités, une règle simple qui est grammaticale. quelles autorités? Pardonnez-moi, laissez-moi terminer, s'il vous plaît, je ne Quelles voulais pas couper. autorités? 15 Nous avons proposé- zozos qui se sont réunis pour Puis-je décider terminer, pour s'il vous 50 plaît millions de gens. Attendez, Je termine, Robert je vais Sabatier. désigner pour ça. J'en ai une Oui. phrase encore. Oui. La règle est simple. Ce sont des noms. Hein, un cache-flamme, un personnage, ce sont des noms. Eh bien, on leur applique la règle des noms, c'est-à-dire un S uniquement quand ils sont au pluriel. D'où un cache-flamme, pas d'S, des cache-flammes S. Alors, pour certains mots, ça peut poser des problèmes. Et naturellement, il y a toujours des flottements. Mais on Réfléchissez résout. un peu, Est-ce que je peux c'est terminer, illogique. s'il vous plaît? Non, vous avez l'air, vous Non. n'avez pas l'air bête, mais réfléchissez. On me Qu'est-ce laisse qu'il y a, la parole Marianne? encore. Marianne, elle n'a pas l'air de comprendre. Qu'est-ce qu'il se passe? Alors, Mais un c'est cache-flamme ridicule. avec une Cache-flamme. flamme. Non, mademoiselle, c'est un mot, un nom. Donc au singulier, vous écrivez cache-flamme Oui, sans mais alors, S. moi, on m'a appris souvent, on m'a appris tout le contraire. Alors, comment je dois écrire maintenant? On ne vous a pas appris le contraire, qu'il n'y a pas de règle. Bah Il oui, n'y a mais pas alors, de... Ouvrez les mais grammaires. maintenant, on va apprendre à un élève, quand il entre au CP ou en CE1, disons, on va lui dire, bon, alors tu apprends abîme, tu mets un point Mais vous sur parlez le d'autre i. chose, là. Ah non, mais ça Oui, fait mais partie de c'est l'ensemble la de la même chose, comme on dit, réforme. plus hein. facilement. Il y a aussi les accents circonflexes. Et puis, il y a aussi les ensuite, traits il entre d'union, en CE2, on lui dit, ah non, maintenant tu mets... Et l'autre professeur, comme on a le choix, l'autre professeur dit, ah non, tu mets un accent circonflexe. Et l'autre dit, après, une année après, tu mets un point. Très Là, bien. après, il va mettre un Y. Il va Oui, c'est la Très confusion. bien, c'est le doute. A-t-on Mais fini sur les mots Non, composés? je voudrais dire un mot, pardon. On n'a pas répondu, je On constate. écoute c'est Bernard tout. Saint-Denis. Voilà. Alors, Monsieur Bayrou, vous qui avez quand même déterré l'âge de guerre ce matin. Oui, j'ai déterré l'âge de guerre, oui. oui. Mais vous comprenez, Monsieur Cerchellini a l'air tout à fait sympathique. Mais c'est tout de même tellement révoltant, s'il vous plaît. C'est tout de même tellement révoltant, cette histoire. Pourquoi? Parce que Monsieur Cerchellini dit, moi je suis une autorité. Ce décret est autorité, et j'ai le droit pour vous, Robert Sabatier, pour vous, Paul Gut, pour vous, Marianne, et accessoirement pour quelques autres, dont nous sommes, j'ai le droit de vous décréter que porte-avions ne doit pas prendre de S, qu'il faut écrire asseoir sans E, qu'il faut écrire oignon sans I, parce que je suis une autorité. Et moi, je dis, comme Robert Sabatier... De quel droit? Qui êtes-vous pour avoir une autorité? Non, je vais aller jusqu'au bout. Ouais. Non, parce que je vais répondre. Ouais. Ah, vous répondez pour Qu'est-ce lui. que c'est que cette autorité-là? Qu'est-ce que c'est que cette autorité-là? Ouais. C'est une bande, c'est un clan, hein? Un clan, un petit clan, de gens qui avaient cette idée depuis longtemps. Ils ont d'ailleurs signé tous ensemble un appel dans Le Monde il y a un an, ou un peu plus d'un an, au mois de janvier 1989.
Et comme fort opportunément, ils avaient un copain dans les cercles de pouvoir, le pouvoir les a nommés Conseil supérieur de la langue française. Fort de cette autorité, ils ont supérieur, rien que ça, ils sont allés avec ces arguments-là, dont je dis qu'ils n'ont aucun fondement scientifique d'aucune sorte. Quand M. Cerchellini, qui se présente comme un savant, à vérifier, quand M. Cerchellini dit, je ne voudrais pas être violent parce qu'on devrait en rire, mais je vais prouver dans une seconde qu'il ne faut pas en rire. Quand M. Cerchellini dit, moi je mets de l'ordre là où il y avait du désordre, il prend le verbe ruisseler, qui s'écrivait ruisselle E2LE, et il l'écrit E accent grave LE. Mais le verbe appeler, il n'ose pas y toucher, et il laisse appel E2LE. Où est la loi? Où est l'ordre? Alors ça ne serait pas grave si c'était les cogitations de ces groupes-là, et si ça s'était arrêté là. Mais ils ont été très habiles. Ils ont fait deux choses. La première, ils ont dit, vous savez, nous, ça n'est pas grave, nous proposons seulement. Mais ils l'ont publié au journal officiel. Si M. Cerchellini veut bien me le montrer, comme j'ai vu qu'il l'avait, déloyalement, voilà. Ils l'ont publié, publié au journal officiel. Et tout le monde croit que c'est le journal officiel. Parce que naturellement, il faut être vraiment très fort pour voir qu'en grisé, il y a écrit « édition des documents administratifs », c'est-à-dire que ça vaut rien. C'est un rapport de M. Cerchellini. Non, j'ai encore une phrase et j'ai fini parce que c'est très grave. Mais pendant ce temps, les livres scolaires, les dictionnaires sont en train d'être écrits comme ils l'ont décidé que ça allait être. Donc demain, ce truc qui n'avait pas force de loi, qui n'est que la cogitation d'un petit clan, ce truc, ça va se retrouver, Marianne a parfaitement raison, entre les mains de tous les enfants de France. Et ça va devenir la loi, parce que la loi, c'est évidemment pas ce que M. Cerchellini pense, c'est ce qui est écrit dans le dictionnaire. Et donc, c'est une manipulation qu'il faut dénoncer. Répondez. Voilà. Et après, moi, j'ai vraiment une question à vous poser. Un petit peu mon métier, j'en pose une. Il a tout faux. Ah bon, très bien. Le petit clan en question, c'est le Conseil supérieur de la langue française de France. Nommé par M. Laissez-le répondre. C'est le Conseil de la langue. Laissez-le répondre, allez-y. C'est le Conseil de la langue du Québec, c'est le Conseil de la langue de la Wallonie. Donc ces trois conseils, c'est l'Académie française, c'est un groupe d'experts qui a travaillé et qui représente les auteurs de dictionnaires, l'inspection générale, les correcteurs. En fait, ce n'est pas un groupe, nous avons réuni tous ceux qui, en France, font autorité morale dans le domaine de l'orthographe. Et ça toujours... Le Conseil a 23 membres. Vous êtes 23, et à 23, vous parlez pour des millions de gens. Mais vous foutez du monde. Attendez, Robert Sabatier. Laissez-moi terminer. L'Académie, l'orthographe a toujours l'Académie française, là-bas, l'Académie française. Tous les écrivains ne sont pas à l'Académie française. Enfin, et les académiciens français, je les vois, ils ne sont pas d'accord. Vous les avez piégés. Bien sûr, vous les avez piégés. Vous les avez bien, ils nous l'ont dit un par un. Ils me l'ont dit un par un. S'il vous plaît. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont avoir le courage de réagir. Certains sont en train de réagir. Monsieur Cerchellini, est-ce qu'il est exact que dans les livres scolaires, mais là je vous pose une question concrète, va se produire ce qu'a dit M. Bayrou, c'est-à-dire qu'à la rentrée prochaine, les livres scolaires auront ce nouveau... Voilà, il s'agit donc d'un rapport proposé par un conseil et qui a l'agrément d'autres conseils. Ce rapport, il est publié dans la partie du journal officiel où on publie les rapports. Il est donc proposé aux usagers. En quelque sorte, les auteurs du rapport... C'est une proposition. Proposition. Alors moi, et si ça vous voulez, toujours je suis obligée de vous couper. Je vais vous dire pourquoi il nous reste à peine 10 minutes dans le débat. Mais moi, la réforme de l'orthographe, elle m'intéresse parce que ce soir, nous parlons précisément de l'illettrisme. Et j'avais envie de vous demander s'il n'est pas dérisoire. Quand on a fait tout à l'heure le panorama qu'on a fait, c'est-à-dire de savoir qu'il y avait 6 millions de personnes en France qui avaient des problèmes de lecture et d'écriture, d'ergoter sur des problèmes d'accent circonflexe. Personne ne vous l'a demandé, je peux me permettre de vous le dire. Non pas parce que c'est utile ou inutile, mais parce qu'il y a tellement d'autres problèmes. Et j'ajouterais que j'entendais ce matin une phrase à la radio qui disait « c'est pas parce qu'on va mettre des lunettes à un illettré qu'il va savoir lire ». Alors, où est-ce que vous situez votre réforme? Est-ce qu'elle vient en aide? Est-ce qu'elle a une quelconque utilité pour notre débat de ce soir, c'est-à-dire pour les illettrés? Il ne serait pas sérieux de considérer qu'en proposant quelques rectifications, quelques cohérences et quelques règles, là il n'y en a pas, on va résoudre la question de l'illettrisme. C'est pas sérieux. Bon. Mais est-ce que ça a sa place? Mais bien sûr, ça a sa place modeste, mais ça a sa place. Car si vous rendez sur certains points plus cohérente l'orthographe, vous facilitez l'apprentissage et surtout, vous montrez que l'orthographe n'est pas cette chose mystérieuse, opaque. Elle est... Permettez-moi de terminer, s'il vous plaît. Parce que alors à ce moment-là, votre truc, vous l'enlevez, puis vous savez ce que vous faites, vous écrivez tout phonétiquement.
Comme ça, moi, j'aurais plus de problème. Quelqu'un le remettra. Ce sera la confusion. Mais il n'est pas question d'écrire phonétiquement. Attendez, Depuis le XVIIe siècle, on propose très régulièrement des petites rectifications. Je prends un exemple. Monsieur Sabatier, vous êtes un des meilleurs connaisseurs de la poésie française. Comment écrivez-vous poète? Écoutez, je l'écris comme Répondez-moi. je veux. Comment vous l'écrivez? POE, accent grave, TE, on l'a écrit autrefois POE très bas. Jusqu'à quand? Mais jusqu'à ce que l'usage transforme la chose. Pas du tout. Jusqu'en 1878, Mais il y a encore des gens qui à l'heure qu'ils écrivent avec un très bas, ça arrive. Mais bien sûr, Ça arrive. mais ce n'est pas l'usage, c'est l'Académie française qui, dans son dictionnaire, a proposé de rendre Écoutez, le cohérente la dictionnaire graphie. important, c'est pas le dictionnaire de l'Académie française, dont on a dit tout le temps que c'était un dictionnaire qui était nul. Ce qui compte, c'est le nouveau littré, c'est le Larousse, c'est les grands dictionnaires. Vous n'allez pas vous référer au dictionnaire. Pourquoi pas la grammaire de l'Académie française qui a fait rire les gens pendant un siècle? Je voudrais qu'on ramène, c'est très important aussi, parce que c'est le thème de l'émission, on ne va pas tous parler en même temps, s'il vous plaît. Comment peut-on être conventionnel à ce point? Je voudrais qu'on ressente, on voudrait tous les deux, qu'on ressente, se recentrer le débat. le débat sur l'illettrisme quand même, Voilà. dont on, Alors, Nous apportons sur lequel on une est parti. pierre. Oui. Voilà, alors. Non, très modeste, avez-vous dit, donc Mais vous pas rigolez, vraiment non. dedans. Non, mais vous rigolez. C'est une pierre dans le genre de Stucky. Pas du tout. Madame, Non, mais je vous assure que c'est un travail d'illettré que vous avez fait. Prouvez-le, monsieur Sabatier. Oh, mais écoutez, c'est facile, il n'y a qu'à le lire. Alors, attendez. Écoutez, je l'ai déjà fait. Allez-y. J'ai cité quelques exemples. Dites, de quel droit voulez-vous transformer ces mots et cette langue qui appartiennent à tous et qui ne sont... L'orthographe ne vous appartient pas. Non. Elle appartient à la France. Elle appartient aux Français, à tous ceux qui parlent cette langue. Alors, Et cette langue est belle et les mots, nous les aimons. Et nous ne voulons pas qu'on nous les vole et qu'on nous les transforme parce que vous êtes un groupe de zozos, un peu intello comme ça, dans un petit groupe. Je sais comment ça se passe. Vous savez, ce genre de truc. Il y a longtemps que je connais le Madame système. Moisan, Madame Moisan. Moi, je voudrais dire que la discussion qui a lieu en ce moment montre bien quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société. Hein. Ah oui. Parce qu'on vient de discuter pendant une demi-heure d'un problème extrêmement grave, hein, qu'on reconnaît tous comme extrêmement grave. Ouais. On en a discuté avec calme. On n'est pas allé jusqu'au bout de notre discussion et en particulier, on n'est pas allé jusqu'au bout de l'exploration des solutions pour y arriver. On aborde un problème qui est notre langue, donc c'est un problème affectif, c'est un problème de société. Le résultat, c'est qu'on a une polémique invraisemblable, incantatoire, hein, un soupçon de complot. Bon, je veux dire, Où est soyons- le complot soyons- Où est le complot Non, Il est c'est- chez vous. c'est Mais bien. personne ne vous a demandé Voilà, de faire voilà. ça. Fichez-nous la Monsieur paix. Sabatier, soyez aussi passionné. Mais sur je les suis problèmes passionné. dont nous avons parlé pendant la première demi-heure. Soyez aussi passionné là-dessus. Et regardons où sont les Écoutez, vrais j'ai pas de problèmes. leçon à Moi, je voudrais recevoir dans ce revenir- domaine, Oui, revenir parce aux que les problèmes causes de dont nous parlions l'illettrisme, je tout sais à bien l'heure. où elles sont. Alors, Je voudrais revenir à ce attendez, on ne peut pas tous Attendez, parler en même j'aurais temps. voulu poser une question. Oui, Moi, mais- j'aurais voulu savoir comment les entreprises françaises pourraient aider les gens illettrés. Je vais vous donner un exemple. Il y a des Greta en France. Les Greta, madame, c'est fait partie par l'éducation nationale. Ces Greta-là n'ont pas assez de fonds financièrement pour aider les gens. Premièrement, s'il y aurait plus d'entreprises comme la mienne, qui subventionneraient des personnes qui ont des problèmes d'alphabétisation avec des Greta, parce qu'un groupe comme le mien où j'apprends, on est 6 élèves. À 7 élèves, on ne peut plus travailler parce que c'est trop dur. Donc ça coûte cher. Un contrat comme le mien, j'ai 120 heures par an. Ça coûte une brique 5. Moi, je ne peux pas le payer. J'ai mon entreprise qui me le paye. Comment on fait avec les Greta? Avec quoi on paye là? C'est là le problème. Et depuis là, vous me parlez... Là, c'est un truc bizarre parce que on a parler de l'orthographe, on Oui. est bien d'accord, c'est un problème, et ça, c'est un autre problème. Oui, on a compris. bien compris. On vous a bien Alors, compris qu'on j'aimerais bien était, justement qu'on qu'on en était revienne avec au vous débat. très loin de oignon ou oignon. Madame Leblanc, est-ce que par exemple, vous avez les moyens, vous qui êtes formatrice, qui précisément apprenez à des adultes à lire et à écrire, est-ce que vous avez les moyens financiers de le faire? Est-ce qu'ils ont le temps de suivre ces stages? Bon, alors je crois que s'il y a des illettrés qui regardent cette émission, et j'espère qu'il y en a, puisqu'ils regardent la télévision, c'est vrai que le débat sur l'orthographe est tout à fait passionnant, mais il est, à mon sens, Passionnant. presque un petit peu déplacé, parce qu'il y a des urgences beaucoup plus grandes que ça. Alors moi, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a des solutions tout de même, qui sont des stages rémunérés. Les gens qui vraiment sont illettrés peuvent, en s'adressant aux ANPE, arriver à entrer dans des stages de formation Alors, mais sur pratiquement, l'illettrisme. dites-nous Pratiquement, comment on doivent-ils s'inscrit à faire? la NPE.
Et on dit qu'on veut, enfin on passe à une première évaluation et on demande un stage sur l'illettrisme. Ensuite on est orienté vers un institut de formation. Bon, il y a ça. Et puis il y a... Non mais bon, ça c'est les problèmes peut-être de la NPE, mais les solutions elles existent. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ce soit développé, il faut qu'il y ait plus d'argent donné à la formation, il faut que ce soit mieux géré. Il faut soutenir des associations qui font de l'illettrisme bénévolement, les structures comme les Points Clés, Léo Lagrange. C'est très important, ça, les points clés. Il faut arriver à subventionner ça. Et je crois que là, il y a des solutions. Mais il y a aussi un gros problème de communication. Tout à l'heure, Dominique nous le disait, ils ne savaient pas au début où s'adresser. Parce que tout ça, c'est bien gentil. C'est vrai que grâce à la télé, si les gens regardent notre émission ce soir, ils peuvent être alertés, ils peuvent apprendre des informations. Mais quand on appartient à un groupe d'immigrés, récemment arrivé dans notre pays, quand on fait partie du quart monde, on ne sait pas qu'il y a des crédits formation, on ne sait pas où s'adresser. Alors comment... Souvent les ANPE quand même. Ça c'est un problème, c'est un vrai problème. Oui. C'est un vrai problème qu'il faut traiter, c'est du handicap social dont je parlais tout à l'heure. Non mais qui va à la rencontre, de ceux qui en ont besoin? Justement, il existe actuellement en France des endroits qu'on a repérés comme des endroits où se concentrent un certain nombre de difficultés sociales, économiques, scolaires, de logement, d'habitat, et où les populations vivent exactement ce que vous venez de dire. La solution qui est mise en œuvre actuellement par le gouvernement, c'est de développer des agences publiques beaucoup plus proches de la population et avec des modes de communication beaucoup plus accessibles par ces populations. Parce que la première exclusion, c'est de ne pas savoir où on va, et c'est de ne pas savoir à qui s'adresser, et c'est de ne pas savoir où trouver l'information. Donc dans ces 400 quartiers, une des premières choses qu'on est en train de développer, c'est des agences publiques plus près de l'utilisateur et à sa disposition pour le mettre en relation avec des administrations. Oui, justement, je vais demander à M. Bayrou, qui est président de ce groupe qui lutte contre l'illettrisme. On voit que vous faites un travail considérable d'information, et tant mieux, mais est-ce que suffisamment il y a de gens sur le terrain? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes armés pour combattre ce que vous avez vraiment défini comme un fléau? Ou est-ce que simplement on se rend compte de l'ampleur de la tâche et puis on se dit... D'abord, il ne faut pas croire que tout soit dépendant de l'État. S'il n'y avait pas les associations pour faire ça, on n'y arriverait pas. Et si on attend que l'État le fasse, on n'y arrivera pas. Mais je voudrais rappeler que l'essentiel, c'est l'information. Parce que le premier obstacle à vaincre, et nos amis l'ont très bien expliqué tout à l'heure, c'est l'obstacle intérieur. Celui qui fait que tout au long de la vie, on ne veut pas, on ne peut pas avouer ou même s'avouer ses propres difficultés. C'est ça le problème, monsieur. On a du mal. Il faut que l'illettré lui-même se prenne en charge. Exactement. Moi, je leur dis aux gens illettrés, n'ayons pas peur, n'ayons pas honte. C'est pas la peine. C'est ça la difficulté. Vous frappez à la porte de votre mairie, vous allez voir votre maire, il est là pour ça. Et donc, ils ont été élus, ces gens-là. Donc vous allez les voir, vous leur dites, voilà, j'ai été là, j'ai telle chose, j'ai tel problème, aidez-moi. Et là, on va faire des choses ensemble. Parce que vous, ce que vous avez fait, monsieur, vous avez recensé des gens illettrés. Vous avez mis des choses en œuvre. C'est très bien parce que vous faites des choses. Tout ce qui est pour faire des choses, je suis d'accord. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Il faut nous donner les moyens, il faut nous donner les gens pour. Il faut aussi lutter contre un truc qui est très important. Il faut lutter contre l'alphabétisation des enfants. Ça, je crois que ce serait quasiment le sujet d'une deuxième émission, parce qu'on n'a pas eu le temps d'aborder tout le système scolaire. Oui. Sur un tout point à ce sujet-là. Monsieur Schneider, là aussi, indépendamment des associations, indépendamment de l'État, on a parlé tout à l'heure de solidarité, et il y a aussi la solidarité dans la cellule familiale. Au départ, les parents, les enfants, même les enfants, les frères et sœurs entre eux, à l'école, les copains entre eux. Souvent, un copain comprend ce que lui aura expliqué son voisin et pas ce qu'aura expliqué l'enseignant, qui est parfois un peu distant. Il y a une solidarité sur le plan humain entre les gens entre les parents, les cousins, les frères, les oncles, que les gens s'entendent bien. Notre société actuellement, elle pense à elle-même, au plaisir, à la facilité, à satisfaire ses instincts, à une espèce de plaisir à court terme. Mais le plaisir de l'effort, si chacun pensait un peu plus à l'effort qui s'accompagne d'un certain plaisir, le plaisir de l'effort, le plaisir de la concentration, le plaisir d'apprendre, les uns avec les autres, sur le plan humain, sur le plan local, pas uniquement sur le plan étatique, administratif, où toujours ça, il faut payer. Ça, on ne paye pas quand on s'aide mutuellement. Alors moi, si vous voulez
pour finir pratiquement, je voudrais demander à Madame Moisan si on est toujours très réaliste, parce que j'entends beaucoup dire que les objectifs de l'éducation nationale aujourd'hui, c'est d'amener au baccalauréat 80% d'une tranche d'âge. Or vraiment, quand on voit et on entend un peu ces problèmes d'illettrisme qui frappent donc la France avec 6 millions de personnes, est-ce qu'on n'est pas dans une utopie totale d'imaginer qu'on va amener 80% d'une classe d'âge au bac, là, dans les années qui viennent? Est-ce qu'il n'y a pas tout à faire et à commencer par le début? Deux ou trois choses là-dessus. La première, ça je voudrais quand même y revenir, c'est que quand vous dites qu'il y a 6 millions d'illettrés, moi je partage tout à fait ce qu'a dit M. Bayrou tout à l'heure, où il a fait une définition très nuancée. Alors, je voudrais bien savoir comment on les compte et comment on arrive à les chiffrer. Parce qu'attention, pour résoudre un problème, la première des choses, c'est qu'il faut être sérieux sur le diagnostic. Catherine Moisan, moi ça, c'est la première chose. Je peux vous dire la deuxième chose, parce que je voudrais continuer sur le problème des 80%, c'est très important. Hein. Si vous voulez, en 1900, vous savez combien il y avait de bacheliers en 1900? Il y en avait 1% d'une classe d'âge. Hein. Il y en a 44% en 1990. Bon, ça c'est un constat que personne ne peut contester. Je veux dire, c'est facile de compter les bacheliers. Mais il y a beaucoup de laissés pour compte. Ça aussi, on a fait ce constat ce soir. Hein. Mais faisons ce constat. Encore une fois, donnons acte au système éducatif et donnons acte aux instituteurs et aux professeurs d'avoir réussi ceci. Qui aurait cru, il y a 10 ans, qu'on aurait 44% de bacheliers en 90? Donc donnons-leur acte de ça. Hein. Et soyons volontaristes. Je ne dirais pas utopistes. Je suis d'accord pour ne pas être utopiste. Mais soyons volontaristes au sens où si on se dit, là, ce soir, il y a X nombre d'illettrés, hein, et c'est un problème qu'on ne pourra jamais résoudre, donc baissons les bras, alors c'est sûr qu'on ne le résoudra pas. C'est pas ce qu'on attend de vous, hein, très certainement. Donc ça veut dire qu'il faut avoir l'attitude contraire. Oui. Il faut dire, on veut résoudre le problème. Il faut le résoudre par les deux bouts, c'est-à-dire il faut continuer la progression des bacheliers. On est armé pour des raisons économiques. Hein. Il faut se donner les armes. Il faut se les donner. Il faut se les donner, comme je l'ai dit, à partir de l'école maternelle, en passant par l'école primaire, en supprimant les redoublements, qui commencent d'ailleurs considérablement à diminuer au cours préparatoire, en installant une continuité, en continuant à en apprendre à lire au collège, et en faisant une nouvelle organisation des lycées qui nous permette d'accueillir cette population. La dernière chose, c'est que il faut cesser d'avoir des laissés pour compte. Pour cesser d'avoir les laissés pour compte, il faut cesser d'être uniforme. Il faut une stratégie inégalitaire. Et c'est pour ça qu'on développe des zones d'éducation prioritaire où on met plus de moyens pour ceux qui en ont le plus besoin. C'est ça, la solution. Monsieur Cerchellini, un mot? Un mot, oui, dans mon domaine. La langue française est une grande langue internationale qu'il faut défendre, promouvoir, aider, en créant des termes nouveaux dans les domaines des sciences et techniques, dans la diffusion à l'étranger. Et ceux qui aiment la langue française ne doivent pas être frileux. Oui. Et moi, je voudrais laisser le mot de la fin, Marianne. Marianne, elle a 14 ans, elle a beaucoup de bon sens, je trouve, dans cette discussion. Oui. Elle a écrit un très beau livre. Oui, elle a écrit un livre superbe. Qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce qui est dit? Alors attendez 30 secondes. Très vite. Je voudrais revenir sur les 80% de réussite au bac. C'est pour quel bac déjà? Et après le bac, et puis les 20 autres pourcents, puisque tout le monde l'aura, qu'est-ce qu'on en fera des 20 autres pourcents? Non. Il ne faut jamais oublier ça, alors là, entièrement d'accord, il ne faut jamais oublier que dans la loi d'orientation, la première phrase, c'est pas 80% au niveau du bac, c'est 100% avec un niveau de formation reconnu, dont 80% au niveau du bac. Et ça, je suis, alors là, entièrement d'accord avec vous, le principal objectif, c'est 100% des enfants, des adolescents, donc des futurs adultes, avec une formation qui puisse leur permettre une insertion sociale et professionnelle. Oui, mais à un moment, il y a toujours une sélection, de toute façon, qu'on veuille ou non. Donc si la sélection, c'est plus le bac, ce sera quoi? La sélection, elle continuera, parce qu'il faut toujours sélectionner des élites dans un pays. Mais la sélection et l'exclusion, c'est pas la même chose. Oui, non, je suis d'accord. Voilà. Donc il faut maintenir la sélection et il faut supprimer l'exclusion. Merci à tous et merci d'avoir participé à ce débat par vos témoignages et par vos convictions les uns et les autres. Je crois qu'en ces années de bicentenaire, on peut peut-être dire que l'illettrisme, c'est peut-être une des plus grandes injustices qui existent encore. Alors avant de nous quitter, le résultat du télévote à la question « À votre avis, le système scolaire est-il responsable de l'illettrisme en France ?» Ça n'a pas varié depuis le début de l'émission. Tout à l'heure, c'était 77%, maintenant c'est 78% de oui. Fin de cette émission. Notre prochain rendez-vous, mercredi prochain, le lendemain de Noël, on vous proposera un dossier d'histoire vraie sur quelque chose de très sympathique, très joli, très familial. Les animaux en voie de disparition, un vrai problème et un vrai voyage au pays des grandes baleines, des grands fauves et des ours. Voilà. Des Pyrénées, évidemment. Monsieur Bayrou. Il en reste 11, voilà. Bonne fin de soirée sur la 5. Dans un instant, le minuit pile.
Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure, non, enfin demain matin, pour le journal de 12h45. Merci de votre attention.